Hello. Je suis arrivé ce matin vers 11h moins quart, je crois. Et j'ai tout de suite été saisi par deux choses. Je me suis installé là-bas, sur le côté. Et la première chose qui m'a saisi, c'est l'énergie qu'il y avait ici. Le mot énergie n'est pas un mot qui me fait peur. Je pense que c'est le fondement même de la vie. C'est la trame même du vivant. Et ici, j'ai senti une énergie qui était dans le cœur. Et je vous assure que ce n'est pas partout où j'ai l'occasion de prendre la parole. Et donc, je me suis tout de suite senti réjoui. Et puis, il y a deux personnes qui sont venues me voir. Il y a Alexis, et puis il y a aussi, son prénom, Serge. Et Serge et Alexis sont venus me voir, et puis il y a après d'autres personnes aussi qui m'ont toutes dit qu'elles étaient ici suite à un profond changement dans leur existence. Et je pense qu'effectivement, pour embrasser une profession telle que celle de la naturopathie, il faut avoir vécu un profond changement dans son existence, ou en tout cas sentir un appel vers un au-delà, vers quelque chose de non ordinaire, auquel notre culture ne nous a pas forcément habitués. Et ça se sent quand on rentre ici, et donc bravo aux écoles qui ont formé les personnes qui sont ici, parce que je suis sûr que là, il y avait de la cohérence, et ça me rassure sur l'avenir du métier de naturopathe, et sur la fonction que ce métier pourrait occuper dans nos sociétés. La deuxième raison pour laquelle j'ai été saisi, c'est que j'ai constaté qu'il y avait une majorité de femmes dans notre assemblée. Je vis en Belgique, je suis belge, même si une partie de ma famille est française, et en Belgique, je connais énormément de naturopathes hommes, mais je ne les ai jamais rencontrés en assemblée, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment réfléchi à l'idée que peut-être c'était une profession plus féminine que masculine. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, avant de commencer à vous confier certaines choses ou à partager certaines choses, c'est que tous les hommes qui sont ici se lèvent. Et vous voyez mes frères, dans un monde où la jante masculine est souvent accusée des pires choses, et parfois à raison, mais il est rassurant de savoir que même dans une profession aussi sensible, aussi reliée au vivant, aussi dans le prendre soin de la vie qui est en nous et autour de nous, il y ait des hommes. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, et je vous encourage à faire des émules. Maintenant, est-ce que je peux demander à toutes les dames qui vont être certifiées aujourd'hui, ou peut-être demain, de se lever? Waouh! Et merci à vous, mes sœurs, parce que, vous savez, dans le monde où nous vivons, on dit toujours qu'il faut que les valeurs dites féminines. Moi, j'aime pas qu'on rattache les valeurs à un sexe, mais en même temps, voilà, on sait ce que ça veut dire. C'est plutôt les valeurs du yin, de la réceptivité, de la conciliation, d'une forme non pas de passivité, mais de présence plus contemplative au monde, mais en même temps de se prendre soin. Toutes ces valeurs-là, on en a besoin. Mais ce que je constate dans notre monde, c'est que beaucoup de femmes qui prennent des positions dans la société singent les valeurs dites masculines,
qui sont nécessaires aussi, plus de peut-être de combativité, plus d'action, mais en même temps, parfois ces femmes-là deviennent caricaturales. Donc merci, mesdames, d'embrasser une profession où j'imagine vous ne tiendrez pas longtemps si vous jouez ce petit jeu-là. Parce que la profession de naturopathe, j'ose croire que c'est une profession de l'équilibre, de la conciliation entre les polarités de notre énergie, dans la complétude de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la vie en nous et autour de nous. Donc j'imagine que vous ne tiendrez pas longtemps, hommes comme femmes d'ailleurs, dans des jeux caricaturaux. Mais pour éviter ces jeux caricaturaux, et je vous parle très sérieusement en disant ça, il faut ne pas tricher. C'est-à-dire qu'il faut témoigner de ce que l'on veut incarner. La profession que vous allez embrasser ou que vous embrassez déjà, moi je la vois comme une profession qui a une responsabilité dans la société. Alors je sais bien, j'ai entendu ce matin Maître Robart qui disait qu'on ne vous attend pas et que même il y a des gens qui aimeraient vous voir disparaître. Mais justement, la société a besoin de cette énergie-là. Elle a besoin de se prendre soin. Et donc, pour incarner ces valeurs, vous ne ferez pas l'économie d'un travail intérieur. Alors je suis sûr que vous avez tous été très bien formés à faire des choses, vous avez certainement plein de connaissances. Comme moi-même, quand j'ai fait mes études de médecine, on m'a très bien formé, je savais faire beaucoup de choses. Mais il y a un chemin pour être, pour savoir qui l'on est quand on fait ces choses. Et ce chemin, il n'est pas forcément abordé dans nos formations. Parce que ce chemin, il nécessite non pas des formations, mais une initiation. Et je pense que la plus grande initiation que nous pouvons tous avoir, c'est celle de la vie tout court. Là, tout à l'heure, quelqu'un est venu me voir en me disant qu'elle avait commencé son parcours de naturopathe suite à un événement personnel qui l'avait bousculé, bouleversé, blessé peut-être. N'ayez pas peur d'être blessé. N'ayez pas peur d'être malade. N'ayez pas peur d'être bousculé par la vie. C'est ce qui fera de vous de bons soignants. Et plus que des soignants, de bons accompagnants. Parce que j'ai bien entendu Maître Robart aussi ce matin. Elle vous dit, attention, ne vous positionnez pas comme des docteurs de la médecine conventionnelle, vous allez avoir des ennuis. Elle a raison, mais de toute façon, on en a assez des docteurs de la médecine conventionnelle. Eux-mêmes, ils en ont marre de l'être. Il y en a de plus en plus qui partent. Moi, à l'école de la posture juste, j'ai plein de médecins qui sont là, des infirmières, ils n'en peuvent plus. Ce qu'ils viennent de vivre pendant la crise de la Covid a été innommable pour la plupart d'entre eux, même si beaucoup se sont soumis à ce qu'on les a obligés à faire. Donc des bons docteurs et des docteurs tout court, il y en a assez, mais des accompagnants, il n'y en a pas suffisamment. Et vous êtes précisément, je pense, au bon endroit, avec les bonnes aptitudes et sans doute le bon élan pour embrasser cette fonction-là. En tout cas, c'est celle que moi j'ai choisi d'embrasser et je n'ai pas de diplôme de naturopathie, mais je pense pouvoir avoir la légitimité de vous parler d'égal à égal parce que j'ai accepté l'initiation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en 2 mots, j'ai commencé des études de médecine parce que je voulais devenir chirurgien. Depuis l'âge de 5 ans. Ma mère m'avait montré le chirurgien qui l'avait opérée dans le couloir de l'hôpital où elle était hospitalisée et j'ai dit, moi je vais faire ça. Avec le recul, j'ai retrouvé des dessins qui montraient qu'à l'époque, je dessinais ma mère dans un cercueil. À l'âge de 5 ans, je pense que j'ai dû avoir très peur de la perdre et ça explique sans doute une partie de cette vocation précoce. Mais aussi, je me rends compte avec le recul, parce qu'on ne comprend pas ça au moment même, que dans ma famille, avec la grande sensibilité que j'avais, la seule façon que j'avais trouvé de prendre ma place, ou en tout cas d'occuper, parce qu'on n'a pas une place à prendre, on a une place à occuper, la nôtre,
eh bien, celle que je pouvais occuper, c'était pas le petit garçon qui jouait au football à la cour de récréation parce que j'avais le corps déformé, tout ça ne fonctionnait pas très très bien et donc je n'étais pas très à l'aise. Par contre, je pouvais écouter. Et les amis de mes parents venaient me parler de leurs problèmes, de leur divorce, et je leur donnais des conseils à l'âge de 7 ans. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez peut-être donné des conseils à l'âge de 7 ans, parce que les adultes sont parfois pris dans leur névrose, et les enfants, ils ont encore cette pureté, ils voient avec leur cœur, ils ne pensent pas trop avec leur tête. Et la solution vient toujours du cœur, de cette conscience éveillée en nous. Les enfants sont très éveillés. On devrait plus souvent les écouter, et peut-être plus souvent les singer. Et donc, ce parcours m'a emmené à devenir médecin, chirurgien, parce que la chirurgie me fascinait, elle me permettait de toucher la matière, d'avoir une action immédiate sur la matière. C'est très rassurant pour l'ego. Mais c'était aussi très rassurant pour le petit garçon que j'étais, qui avait un corps, je vous l'ai dit, qui n'était pas très bien formé. J'étais très maladroit, je n'étais pas à l'aise dans ce corps. On s'en moquait beaucoup. Et moi, l'habiter, le sentir, le toucher, ça m'a guéri. M'incarner, car enfant, comme vous peut-être, j'étais très inspiré, mais je n'étais pas très ancré, je n'étais pas très incarné. Et le fait de choisir une profession qui touche, qui est confronté à des contraintes de la matière, ça m'a guéri, en tout cas de cette partie-là de ma personnalité qui avait tendance à se déconnecter, à vivre en retrait, comme le font la plupart des êtres sensibles. Et j'imagine que si vous avez embrassé la profession de naturopathe, c'est parce que vous avez une sensibilité. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez dans votre personnalité cette tendance que l'on appelle en psychologie schizoïde, de schizein en grec, se couper. On a tendance un petit peu à se déconnecter parce que tout ça c'est trop. Mais ne nous déconnectons jamais. Ayons le courage de rester sur le terrain, même si le terrain n'est pas confortable, même si c'est agité, même si c'est conflictuel. Restons, surtout par les temps qui courent et surtout par les temps qui viennent. Parce que je pense que nous allons connaître des temps assez confrontants. Mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour être incarné dans le monde, occuper notre place, ne pas avoir peur. Alors ce parcours de chirurgien, à un moment donné, je l'ai quitté, parce que moi je l'avais commencé avec mon ego. Bien sûr, il y avait l'élan de l'âme. Moi, je parle avec les mots comme ça, l'âme, l'ego. Mais par contre, il y avait l'ego qui s'était emparé de ça pour se rassurer. Je voulais être un excellent chirurgien, le meilleur. J'étais pas loin, hein, parce que à 35 ans, j'étais professeur, j'avais déjà opéré le roi de mon pays avec mon patron. Mon patron avait opéré le roi de mon pays avec moi. Mais tout ça, c'était quand même... Oui, il est décédé, mais s'il m'entendait ou s'il m'entend, il doit se dire qu'il n'en manque pas d'air, lui. Mais tout ça était très valorisant et très rassurant pour l'enfant blessé que j'étais. Mais à un moment donné, vous savez, à force de se mettre des choses sur les épaules, on devient prisonnier de sa propre cage. Et donc, je n'en pouvais plus de cette performance, de ce que je m'imposais dans un milieu qui était particulièrement en recherche de performance, un milieu particulièrement, je sais que ce mot peut agacer, mais déshumanisé quelque part, parce qu'un milieu qui voit l'être humain comme une machine, tant le patient comme une machine, mais le soignant aussi. Un soignant qui nie ses besoins, qui n'écoute plus ses rythmes et qui s'impose des choses et c'est devenu pire depuis le temps où moi j'ai quitté en 98, mais c'est devenu pire, où l'administration des institutions de soins a pris le contrôle sur le soin et impose aux soignants des rythmes de travail et des conditions de travail qui sont à l'antipode de leur métier, à l'antipode des valeurs qu'ils étaient censés véhiculer. Mais le monde du soin et le monde de la médecine dite conventionnelle n'est pas le seul à souffrir de cela. Tous les secteurs de notre société souffrent de cela. Et moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de sortir en 30 secondes. Le jour où j'étais nommé chef,
dans l'université où je rêvais d'un jour avoir ce titre, je suis parti. J'ai entendu une voix, quand je suis rentré dans mon nouveau bureau, j'ai entendu une voix qui me disait « Si tu restes ici, tu vas mourir ». Mais je l'ai vraiment entendu. Ce n'était pas la voix d'un guide ou d'un dieu particulier, c'était la voix de ma conscience, mais qui a résonné comme je m'entends vous parler maintenant. C'était d'une force. J'ai pris une feuille de papier et je suis parti. Il ne m'a pas fallu beaucoup de courage pour faire ça. Parce que s'il y a le feu ici, je vous assure que moi, je sors avant d'avoir les fesses brûlées. Et même si je dois sauter par la fenêtre, sur le moment même, il ne m'aura pas fallu trop de courage. Il m'aurait fallu peut-être plus de courage de rester en train de me faire cramer les fesses. C'est après qu'il faut un petit peu de rage, un petit peu de colère, de rage de vie pour s'accrocher et dire « Ok, je vais assumer mon choix ». De toute façon, les choix, ça s'assume toujours. Les décisions, ça peut se regretter. C'est le mental qui dit oui, il y a des pour, il y a des contre, mais tôt ou tard, les pour se révèlent être des contre et les contre se révèlent être des pour. On est forcément déçu par ces décisions, ou on est bien souvent déçu par ces décisions. Mais le choix, ça vient de tout l'être qui dit oui ou qui dit non. Et un choix, ça ne se regrette pas, ça s'assume. Alors j'ai assumé, je me suis retrouvé comme directeur dans une maison de prêt-à-porter à Paris. C'était intéressant. Je devais gagner ma vie, j'ai fait ça. C'était encore un endroit où il y avait plein d'honneurs, plein d'ego qui pouvaient être flattés, formidables. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à me désidentifier de ce que je faisais. Et aujourd'hui, je ne suis plus capable de vous dire je suis médecin, je suis chirurgien, je suis thérapeute, je suis auteur. Non. Non, je suis un être humain et je peux faire beaucoup de choses. Et je vous souhaite d'avoir cette liberté-là. Même si vous êtes fraîchement diplômé, ne vous accrochez pas à votre fonction. Pensez d'abord à votre être. Après, si l'être est lumineux, rayonnant, aimant, tout ce que vous ferez sera de toute façon formidable. Et ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est qui le fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et c'est ça ce que mon petit parcours à moi m'a appris. Alors après, j'ai eu envie de transmettre, parce que depuis tout jeune, je voulais enseigner. On m'appelait Thierry, j'enseigne à l'école. Parce que comme je ne pouvais pas jouer au football avec les autres enfants, moi je transmettais mes passions et j'en avais une particulière qui était l'Égypte ancienne, depuis tout petit. Et donc c'était ma façon aussi d'être un peu valorisé aux yeux des autres footballeurs. Et moi, j'avais l'Égypte et les pharaons. Et puis après, j'ai eu envie de transmettre ça, parce que c'est merveilleux de découvrir ça dans sa vie. C'est merveilleux de découvrir qu'on n'est pas prisonnier de ce qu'on fait et que ce qui compte, c'est qui on est. Alors j'ai essayé d'écrire des livres, puis ça s'est finalement publié, et puis ils ont été lus, et puis ça m'a donné l'occasion de transmettre, de donner des conférences, qui pour moi est très facile parce que je ne prépare jamais rien, j'arrive et je laisse couler. Sauf que je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose dans l'ombre. Il y avait dans ma personnalité quelqu'un qui avait encore besoin de se rassurer et qui était incapable de dire non. Incapable de dire non. J'avais publié un livre, c'était mon quatrième livre, « La maladie a-t-elle un sens ? Enquête au-delà des croyances ». Et j'ai commencé, c'était en 2008, j'ai commencé à accepter toutes les invitations à donner des conférences. Ce qui est bien qu'en un an, j'avais donné plus de 200 conférences dans 8 pays différents. Et ce n'est pas Madonna ou Johnny Hallyday qui se déplacent. C'est-à-dire que vous êtes tout seul avec votre petite valise, vous prenez votre train à 5 h du matin, et puis vous retrouvez dans un hôtel qui sent le vieux tabac, vous donnez votre conférence, vous reprenez un train le lendemain pour aller dans une autre ville. C'est une vie de dingue. Je l'ai faite, mais qui a fait ça en moi ? Eh bien, j'ai eu la réponse le jour où je suis tombé paralysé. En 2009, épuisé, un virus de la grippe a fait que j'ai fait une polynévrite et puis je me suis retrouvé à la Pitié-Salpêtrière. Tout ça s'est passé dans un train entre Bruxelles et Paris. Et dans le train, il y a une dame qui me regardait avec insistance. Et vanité oblige, je me suis dit, elle a dû me reconnaître. Elle a dû me reconnaître comme j'avais eu ma tête sur quelques magazines. Mais non, en fait, elle avait juste vu que j'avais le visage complètement affaissé d'un côté et que j'avais une drôle d'expression.
que j'ai découverte dans l'ascenseur que je prenais pour aller donner mon séminaire là à Paris. Et je pensais que j'étais en train de faire un accident vasculaire cérébral. En fait, non, je faisais une paralysie. Mais ça m'a obligé à me poser la question, qui t'a emmené dans cet épuisement ? Qui fait que tu ne peux pas dire non ? Pourquoi tu ne t'aimes pas ? Pourquoi tu as tellement besoin d'être aimé par les autres que tu t'en oublies toi-même, tu oublies toi-même tes besoins ? Pourquoi tu es rentré dans ce qu'en psychologie on appelle le masochisme ? Et vous savez, au fond de chaque soignant, alors vous êtes des soignants sans doute, des accompagnants sensibles, donc vous avez de la schizoïdie, vous pouvez vous déconnecter, non, on reste ancré, mais vous avez aussi sans doute, comme la plupart des soignants, un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, un besoin de gagner votre vie aussi. Et donc, difficile de dire non. Difficile de ne pas recevoir ces récompenses, les applaudissements, l'argent. Méfiez-vous de ça. On a tous des limites, personne n'est en dehors des règles du jeu. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Mais pas d'une façon narcissique, égotique, mais aimez-vous dans la responsabilité de rester un bon véhicule pour transmettre ce que vous avez à transmettre, parce que c'est ça qu'il fera si vous êtes en mauvaise santé. Et moi qui avais écrit un livre, La maladie a-t-elle un sens ? Eh bien, je me retrouvais au fond d'un lit à la Pitié-Salpêtrière. Chouette, hein ? Mes belles leçons, j'ai embrassé. J'ai l'habitude, je le fais presque plus maintenant parce que ça se fait presque automatiquement. Mais à l'époque encore, j'écrivais beaucoup dans un cahier, dans un journal. Et je recommande ça parce que c'est une façon d'avoir une distance. Et non pas pour raconter sa vie, mais regarder, se poser des questions, aller plus loin, ne pas se contenter de la première explication venue. On peut toujours gratter pour voir comment notre ego s'y est pris pour encore nourrir sa névrose. Et là, j'ai bien été obligé de reconnaître que oui, c'était ma névrose. Cette incapacité à croire que j'avais de la valeur qui faisait que je me sacrifiais pour recevoir de maigres applaudissements ou un peu de reconnaissance. Absurde. Alors j'ai décidé d'écouter ce que j'avais envie et à ce moment-là, j'ai pris un temps de retrait. Et finalement, j'ai écrit « Confidence d'un homme en quête de cohérence », etc. Et puis, je me suis dit, pour ne plus t'épuiser, pour ne plus mal dépenser ton énergie, parce que nous faisons ça très souvent, mal dépenser notre énergie. Puisque j'ai cette capacité, parce que nous aurions tous intérêt à faire ce que nous sommes capables de faire. Ça demande de se connaître. Et puisque pour moi, c'est si simple de prendre la parole, puisque pour moi, c'est pas trop difficile d'écrire et d'enseigner, eh bien, c'est ça que je dois faire. Je ne dois plus rester dans un cabinet de consultation avec des personnes en individuel où j'avais des listes d'attente de 200 personnes. Comment vous voulez répondre à une liste d'attente de 200 personnes ? Je passais de toute façon mon temps à dire non. Alors, autant former des gens ou accompagner des gens qui sont vraiment dans la capacité d'occuper cette fonction et moi de leur transmettre quelque chose qui nourrira leur fonction. Et c'est comme ça que l'idée d'une école est née. Mais en 2009, quand l'idée de cette école de la présence thérapeutique, parce que c'est comme ça que je la voyais au départ, quand cette idée a émergé, je ne me sentais pas prêt. Et il a fallu encore 5 ans, plus, jusqu'en 2015, 2009-2015, oui, 6 ans, 7 ans, avant que j'accepte d'ouvrir cette école. Et au moment où ça s'est imposé, vers 2012, j'ai dit je vais prendre une retraite. Je fais ça régulièrement, je m'arrête 3 mois. Et là aussi, j'espère pour vous que vous pourrez organiser au maximum votre temps pour en rester le maître. Et c'est faisable, vous savez, mais ça nécessite de tout regarder dans l'équation. Réduire vos besoins pour ne plus être l'esclave de devoir tout le temps répondre à trop de besoins qui ne sont pas forcément essentiels. Vous posez la question de priorité et gardez une forme de liberté. Je vous le souhaite. Je me le souhaite, parce qu'on est très vite repris par les obligations que l'on sait, dans lesquelles on s'est piégé. Ça demande, je le redis, une connaissance de soi, un vrai contact avec soi, une écoute de soi et surtout une écoute de son corps. Pour moi aujourd'hui, dès que mon corps est tendu,
Je me dis que je suis en train de me raconter une histoire pour justifier de rester dans la tension. Et dès que je suis de mauvaise humeur, dès que je commence à ruminer ou à ronchonner, et dès que la joie me quitte, je me dis, Thierry, arrête de te raconter des histoires, t'as à nouveau quitté la vague, t'es pas dans la vie. Et si je fais le travail intérieur, je vois très vite qu'effectivement, je me raconte des histoires. Alors, une fois qu'on a vu ça, on ne peut plus tricher et on remet de l'ordre dans sa vie. Et dans une vie, je crois qu'il faut remettre plusieurs fois de l'ordre, c'est-à-dire plusieurs fois réajuster. C'est comme quelqu'un qui tient la barre de son canot. Eh bien, il y a des vagues et il faudra tenir la barre et essayer de garder le cap. Le cap, c'est votre détente, c'est votre joie intérieure. Si elle vous quitte, dites-vous que vous n'êtes plus sur la vague et que vous devenez même un imposteur ou une impostrice à vouloir pratiquer une profession qui essaye d'enseigner aux gens comment prendre soin de la vie qui est en eux, alors que vous-même, vous la négligez. Et je ne vous donne pas de leçons, d'abord vous n'êtes pas forcément dans la situation, mais je me parle comme ça. Et je suis obligé, encore aujourd'hui, malgré ces expériences initiatiques, de me parler comme ça très régulièrement. Parce que quand l'école a été mise en place, il y a eu 700 demandes. J'avais 60 places pour commencer. Qu'est-ce que je faisais avec ces 700 personnes ? Voilà, j'ai dit, il faut patienter. Et si c'est encore d'actualité pour vous, vous reviendrez, vous repostulerez un peu plus tard. Bien souvent, la vie faisant bien les choses, et moi essayant de travailler non pas à partir du mental, mais à partir du cœur et du ressenti profond, bien souvent, les gens qui avaient été éconduits une première fois m'ont dit plus tard, quand ils sont venus finalement à l'école, « Ah, c'était bien que j'ai été éconduit parce que l'année ou les 2 années où j'ai dû attendre, il y a quelque chose qui s'est encore approfondi en moi et qui fait que maintenant je me sens vraiment prêt pour rentrer dans ce chemin initiatique. » Parce que c'est bien ça que j'avais l'ambition. Enfin, je ne devrais pas dire l'ambition, parce que ça c'est vraiment l'ego qui récupère. Non, la vision. Je crois que dans la vie, vous savez, on est moins libre qu'on le croit. On a des visions, on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Elles viennent peut-être du non-conscient, elles viennent peut-être d'un monde d'informations qui nous entoure, elles viennent peut-être de vieilles mémoires. Peu importe, chacun a ses visions par rapport à ça, ses croyances. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des visions qui émergent, et quand elles émergent, parfois on est obligé de les suivre parce qu'on sent bien que c'est vital, mais ça ne nous met pas toujours dans la facilité. Pour moi, créer une école, répondre à cette vision-là était difficile. Parce que ça m'obligeait de savoir au moins 3 ans à l'avance où j'allais être. Moi qui adore m'enfuir, partir, prendre du temps pour des retraites. Non! Quand vous avez un engagement avec des élèves qui viennent pour 3 ans et que chaque année vous en reprenez des groupes qui viendront 3 ans, vous êtes sans arrêt coincé à 3 ans. Et comme en plus je dois réserver des salles longtemps à l'avance à Bruxelles, là on est dans un ancien monastère magnifique, dans un parc et tout ça, mais il faut s'y prendre 3-4 ans à l'avance pour avoir nos salles et nos chambres. Donc je sais pendant les 10 ans qui viennent pratiquement ce que je vais faire. C'est très angoissant pour moi. Il y a des gens, ça serait très rassurant. Moi c'est très angoissant. Mais je me suis dit non, la vision est forte, mets-toi au service. Parce que le métier que vous voulez ou que vous embrassez, celui que j'occupe, celui que j'exerce, c'est un métier sacré. Dès qu'on touche à la vie, dès qu'on touche à l'humain, dès qu'on touche à la santé, c'est sacré, c'est un sacerdoce. Et qui dit sacerdoce dit sacrifice. Je ne suis pas du genre à vouloir me sacrifier en souffrant, mais se rendre compte que oui, il y a des engagements et que ce que l'on fait comporte une responsabilité. Nous apportons une réponse et nous devons apporter des réponses. Donc je me suis embarqué dans cette aventure-là et ça fait maintenant 9 ans que ça dure, on rentre dans la 10e année et c'est une joie. Mais comme je disais à différentes personnes ici, notamment des personnes qui elles-mêmes dirigent des écoles, c'est pas rien parce que les élèves, ils travaillent bien sûr, mais s'ils savaient comme les gens qui encadrent ce parcours doivent travailler sur eux en permanence. D'ailleurs, s'ils ne le font pas,
très vite, ils deviennent eux aussi des imposteurs, des impostrices. Parce qu'ils vont trahir les valeurs qu'ils sont censés porter. Et j'ai entendu qu'il y avait des petites dissensions dans le milieu de la naturopathie en France, qu'il y a des écoles qui ne sont plus d'accord, qui se séparent. Oh là 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 là, il ne faudrait pas que ça existe tout ça. Mais c'est l'humanité, c'est les égos, c'est les personnalités, c'est les peurs, c'est beaucoup les peurs. Tombez jamais là-dedans. Ou quand vous y tombez, voyez-le le plus vite possible et n'y restez pas. Parce que le métier que vous avez embrassé, le métier que j'essaye d'exercer, c'est un métier qui unit. C'est un métier qui fait du lien sain. Parce que la vie n'est faite que de liens sains, de liens harmonieux. Et ces liens harmonieux ne sont pas toujours des liens de bisounours. Parfois, il faut couper des choses qui ne vont plus. La nature peut être très crue. La nature n'est pas cruelle, elle est crue. Parce qu'elle peut être très tranchante, très abrupte. Mais elle est juste. Parce qu'elle veut toujours plus de vie. Et je crois que c'est la question que chacun ici, et moi pour commencer, nous devons nous poser. Est-ce que je suis vraiment au service de la vie? Est-ce que je respecte les principes de la vie? Est-ce que j'ai compris ce que c'était la vie? Est-ce que j'ai compris qu'elle était faite de liens sains, qui ne peuvent pas s'encombrer de trop d'ego, de trop de névroses, de trop de séparation, de trop de conflits, de trop de dissensions? Est-ce que j'ai compris ça? Et c'est pour ça que dans les traditions, chez les peuples traditionnels, les peuples premiers, celui qui occupe la fonction que nous occupons là, c'est à la fois le prêtre, le chef et le guérisseur. Et pour occuper cette fonction, il faut traverser une initiation. J'ai entendu dans le témoignage de 2-3 personnes avec qui j'ai pu parler ici que oui, on n'était pas arrivé par hasard à faire ce métier parce qu'il y avait une sorte d'initiation qui s'était mise en place, la perte d'un être cher, une maladie, une déconvenue. La vie est la plus grande initiatrice, mais choisissez-vous les initiations. Et quand elles arrivent, ne les repoussez pas. Réjouissez-vous. C'est la difficulté qui fera de vous un bel être humain. Un être pleinement humain. Un être capable de se mettre à genoux, de mettre son front contre le sol, de se prosterner en toute humilité. Humus, la terre. Humanité. Humilité. Se prosterner est le plus beau des gestes, parce que c'est lui qui vous fait mettre le mental plus bas que votre cœur. Personnellement, je commence mes journées en me prosternant. Chacun a ses petits rituels. Je viens de terminer un livre qui va s'appeler « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». Il paraîtra l'année prochaine. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ce livre qui m'a été demandé suite aux méditations que je faisais pendant le confinement. Et on m'a dit, tu sais que tu as inventé un rituel là et ça a aidé des gens et tout ça. Et j'ai réfléchi à la notion de rituel. Je pense que vous aurez besoin de rituels dans votre pratique. Chacun choisira les siens. Moi, me prosterner, ça me ramène au plancher des vaches dans un acte où je me rappelle que ce n'est pas ma tête qui va commander, c'est mon cœur. Et que je ne vais pas penser le monde, je vais l'écouter. Et que quand je rencontre un élève à l'école de la posture juste, vous, quand vous rencontrez ou rencontrerez quelqu'un dans votre cabinet de consultation, écoutez-le. Écoutez-le. Mais écouter, ça s'apprend, parce qu'on a été formaté à ne pas écouter, on a été formaté à penser et à tout de suite objecter et à imposer notre idée. Et je ne voudrais blesser personne ici. Vous savez que je suis belge, un tiers de ma famille est française, mais en France, c'est presque une maladie. On pense trop en France. Et je le partageais ce midi en déjeunant. J'ai vu mes cousins et mes cousines français à l'école. C'était terrible la manière dont on les formatait à tout le temps être dans l'objection, à tout le temps penser, argumenter. Et je vois bien les débats à la télévision. Enfin, je n'ai plus la télévision, mais peu importe, quand je vois ça sur YouTube ou tout. C'est pour le dernier qui a parlé, qui veut avoir raison.
Déjà en Belgique, si vous venez, vous verrez, c'est pas la même tension dans les rapports parce que on a une culture où on écoute plus. On met les mots après avoir entendu. Au Québec, c'est encore plus fort pour parler de milieu francophone. Demain, vous avez un orateur suisse, je pense. On retrouve ça aussi en Suisse. Mais la France, c'est dur. Hein? Attention au mental. Hein? Et attention aux égos. Parce que l'ego est un produit du mental. Le mental, pour se rassurer, pour pouvoir dire « j'existe et je vais encore exister », pour dire « moi je », ego en latin, eh bien, il crée cette entité qu'on appelle l'ego. Mais c'est juste une création, hein, cet ego. Parce que moi je, c'est quoi? C'est des pensées, des émotions, des sensations, mais tout ça, ça change tout le temps. Qui médite ici? Si vous avez une pratique de la méditation, vous avez constaté, vous pensez vos émotions, vos sensations, ça bouge, ça part, ça vient. La seule chose qui est immuable au fond de vous, c'est pas votre mental et votre moi. C'est la conscience qui regarde ça. C'est la conscience qui n'est pas personnelle, qui n'est pas toi ou moi. C'est la conscience que nous avons tous au fond de nous. Et je vous souhaite vraiment de pratiquer votre métier, de vivre votre vie. C'est ce que j'essaye de faire, vraiment avec la plus grande honnêteté au fond de moi, dans mon engagement, de vivre ma vie dans la conscience. Juste regardez. Et plus vous regardez, plus vous vous voyez. Et on ne peut regarder, on ne peut voir que quand le cœur est ouvert. Certains m'ont dit, et je terminerai par là parce que je vois que j'arrive, il me reste 3-4 minutes. 3 minutes, je crois. Mais certains m'ont dit qu'ils avaient vu un documentaire qui a été réalisé par Arnaud Rioux et qui s'appelle Etugen. Ce n'est pas un documentaire, c'est un film qui parle du chamanisme et de l'inspiration du chamanisme dans notre monde contemporain. Et Arnaud Rioux, il était venu filmer à la maison parce qu'il avait demandé que j'intervienne dans son film. Et en même temps, il a filmé pendant toute une journée, toute son équipe là, et puis il a gardé un passage. Je n'ai pas encore vu, mais je sais de quoi il s'agit, puisque je l'ai vécu, ce passage. Il m'avait demandé de lire le serment d'Hippocrate. Et nous étions juste à la fin du 2e confinement. Et je pense que comme moi, vous aussi, vous avez été quand même assez bousculés par ce qui s'est passé pendant ces confinements. C'était un peu bizarre tout ça. Et j'ai lu ce serment d'Hippocrate, comme vous allez prêter serment tout à l'heure, je crois, et demain aussi. Et je me suis mis à pleurer. Et en fait, wow. En fait, je ne connais pas votre serment. Je en prendrai connaissance, ça m'intéresse beaucoup. Si vous lisez le serment d'Hippocrate, vous verrez, c'est quelque chose de très beau. Mais ce qu'on en a fait dans nos sociétés, sans s'en rendre compte, hein, je n'accuse personne, c'est un système, c'est une logique de civilisation. On en est souvent très loin. Moi, ça me bouleverse. Et c'est sans doute la seule raison... Je m'en suis rendu compte en répondant à Arnaud et à sa caméra là, pour son film. C'est sans doute la seule raison pour laquelle je continue à écrire des livres et à partager, pour dire aux humains, non, restons humains. Faisons attention à notre part d'inhumanité. Et ce n'est pas parce que vous avez fait une formation de naturopathe que vous êtes dispensé de cet effort-là, parce qu'on tombe très vite dans le piège. Et quand nous traversons, je m'arrête là, quand nous traverserons des temps un peu plus compliqués qu'aujourd'hui, car il y a fort à penser que les temps vont être un petit peu compliqués, et je ne veux faire peur à personne. Personnellement, je ne veux pas avoir peur de ça. Mais restons dans la réalité. Méfions-nous des passions humaines qui pourraient se réveiller, de la violence qui est en nous, de notre égotisme, pour ne pas dire notre égoïsme. Méfions-nous de nos peurs, de notre névrose. Et essayons de garder cette posture juste, qui est ancrée dans la réalité. Redressée, en contact avec nos ressources, pas dans l'effondrement, pas dans le besoin d'être rempli depuis l'extérieur,
mais en nous remplissant depuis ce que nous avons à l'intérieur. Et nous avons tous beaucoup plus que nous croyons. Pas fermé, mais ouvert. Pas décentré, pas dans la séduction, pas dans le contrôle, mais centré. Le cœur ouvert et fluide. Pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, notamment les arts martiaux internes comme le tai chi chuan ou qui connaissent le qigong ou le taoïsme, le tantrisme, ils reconnaîtront là les principes mêmes de la posture de départ, ce wuji. Ce wuji qui fait que c'est un grand cercle, le wuji, qui paraît vide mais qui est rempli de tous les possibles encore non manifestés. Quand vous rentrez dans Taiji, alors il y a une gauche, une droite, un temps avant, un temps après, vous êtes dans la dualité. Mais dans Wuji, tout est là, encore non manifesté, dans la source, ancré, redressé, ouvert, centré, fluide. Je vous souhaite de vivre votre vie comme ça et je vous la souhaite très bonne.